Tout au long de ce carême, nous nous laissons guider par cette citation récurrente du Christ « Va, ta foi t'a sauvé ». Cette parole, nous vous proposons de la faire résonner avec une caractéristique marquante de notre époque, la perte de confiance. Et aujourd'hui, le jour du Seigneur ouvre un dossier fondamental, retrouver la confiance en la justice. En avril dernier, une étude de Sciences Po et du Cevipof révélait que 56% des Français n'ont pas confiance en la justice et que presque la moitié d'entre nous pensent qu'elle est partiale. Cette méfiance est bien sûr nourrie par certains procès emblématiques qui peuvent faire penser que la distinction riche ou pauvre, puissant ou misérable n'est pas totalement une fiction. La fameuse justice à deux vitesses. Il y a aussi l'expérience d'une justice qui, par faute de moyens ou par la complexité des procédures, est longue à soulager les victimes, une justice impuissante. Et puis sans doute une confusion sur ce qu'est la justice et particulièrement sur la manière dont elle pose une peine. Depuis 20 ans, les adeptes de la réhabilitation de la peine de mort ne cessent d'ailleurs d'augmenter, à moins que la mort récente de Robert Badinter ne nous remette les idées en place. En tout cas, si la justice n'est pas perçue comme juste, c'est un sacré problème et c'est notre dossier du jour. Et voilà le programme de ce 4e dimanche de carême. La messe tout à l'heure sera célébrée en Belgique. Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue à vous Thierry Moser. Bonjour. C'est une grande joie de vous recevoir sur ce plateau. Merci pour votre invitation. C'est vraiment un plaisir. Avocat pénaliste, 47 ans de carrière, plus de 250 affaires criminelles. Parmi elles, nombreuses sont celles qui ont défrayé la chronique. Vous avez notamment plaidé du côté des victimes dans les procès de Michel Fourniret, de Francis Holm ou encore de Jean-Marc Reiser. Et vous êtes par ailleurs depuis 40 ans l'avocat de Jean-Marie et Christine Villemain, les parents du petit Grégory assassiné en 1984. On en parlera tout à l'heure, bien sûr. L'un des avocats. L'un des avocats, en tout cas. Et nous sommes vraiment, encore une fois, très heureux de vous avoir avec nous ce matin. Et puis, vous avez écrit plusieurs livres, notamment ce livre passionnant, Paroles d'avocat. Vous revenez sur de grandes affaires et vous donnez également votre regard sur la justice, votre vision de la justice. Pour commencer, j'aimerais vous faire réagir sur ce premier chiffre qu'on a vu dans l'éditorial d'Éric Payet. 56% des Français n'ont pas confiance en la justice. En tant qu'homme de justice, est-ce que ça vous inquiète ? Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Il y a eu des époques, effectivement, où la justice ne se rendait pas convenablement, n'était pas rendue convenablement. Lorsque j'ai débuté en 1972, j'ai effectivement vu à l'époque des situations parfois choquantes. Mais j'ai l'impression qu'au fil des années, les choses ont progressé, les choses se sont, remises sur le droit chemin. Il y a moins de choses choquantes. Et alors, s'agissant de la lenteur de la justice, ça, indiscutablement, c'est un problème récurrent. Et moi, je vous parlerai uniquement de la justice pénale, la justice criminelle, celle qui s'occupe de la répression des crimes et des délits. Alors, effectivement... On a beaucoup parlé aussi de partialité, on l'a entendu dans alors la l'éditorial. partialité, alors là aussi, je crois qu'il y a eu... Je lis actuellement, j'ai commencé la lecture du bouquin passionnant de François Molins, n'est-ce pas, qui a pris sa retraite récemment et qui était le procureur général de la Cour de cassation. Et François Molins dit, lorsqu'il arrive comme jeune magistrat dans un petit tribunal, effectivement, il constate des choses absolument invraisemblables, il constate des cas de partialité absolument intolérable, il est choqué. Et moi aussi, quand j'ai démarré, on a dû commencer à peu près à la même époque, François Molins et moi, je crois qu'on a à peu près le même âge, grosso modo. Eh bien, j'ai aussi vu des choses qui m'ont choqué, mais là encore, ces problèmes de partialité, ça se pose de moins en moins souvent. Les juges sont devenus indépendants d'esprit, ils sont farouchement attachés à leur indépendance, ce en quoi ils ont 1000 fois raison. Et je pense qu'il y a eu effectivement des progrès très sensibles pendant ces 40 ans que j'ai connus. Avec quand même un chiffre inquiétant également, on l'a vu dans l'éditorial, 51% des Français aujourd'hui souhaitent le rétablissement de la peine de mort. Qu'est-ce que ça dit du rapport à la justice que nous avons aujourd'hui dans notre société française? Ça me choque infiniment, ça me choque infiniment. Je relis actuellement également L'exécution, le bouquin de Robert Badinter, qui me donne à réfléchir, que j'avais déjà lu, mais que je relis maintenant étant retraité, et je le lis avec des yeux différents. Et Robert Badinter était un homme très, très courageux, très lucide, il s'est battu pour l'abolition, et je trouve que ce pourcentage
que vous citez, il est inquiétant. Je pense que les gens qui ont donné leur opinion n'ont pas suffisamment réfléchi. Comme disait Robert Badinter, couper un homme en deux, c'est effrayant. Et finalement, le but de comment dirais-je, du pénal, c'est pas d'écrabouiller les gens, c'est pas de les écraser, c'est pas de les éliminer de la société. Ce sont des êtres humains comme vous et moi. Ils ont fauté, il faut les sanctionner. C'est pas la vengeance. C'est pas la vengeance. Il faut quand même se souvenir qu'il y a toujours une certaine possibilité de rédemption. L'être humain peut se relever. Il faut avoir confiance, et là nous sommes dans le thème de la discussion, me semble-t-il. Il faut avoir confiance en l'être humain. J'aimerais citer Robert Badinter, justement. Un avocat gagne à regarder rarement, à biaiser avec la vérité. La défense n'est pas une partie de bonne taux. C'est justement dans l'ouvrage que vous citiez à l'instant, L'exécution, Robert Badinter en 1973. Oui. Quelle est la place de la vérité dans votre travail, vous, en tant qu'avocat? Est-ce que c'est une quête? La vérité doit être présente. On n'a pas le droit d'être menteur, on n'a pas le droit de jouer avec des cartes truquées. Vous voyez, ce que je voudrais expliquer à ceux qui nous écoutent, c'est que dans une cour d'assises ou un tribunal correctionnel, il y a finalement deux sortes de personnages. Il y a les juges qui jugent, qui tranchent, qui décident si un tel est coupable ou ne l'est pas, et si un tel doit écoper, je mets ça entre guillemets, de 10 ans, 15 ans. Telle ou telle peine. Voilà. Bon, la peine. Donc le principe de la culpabilité, ça, ce sont les juges qui décident. Et face à ces trois juges qui décident, il y a d'autres personnages qui interviennent, qui ne confectionnent pas la décision de justice. Ces trois personnages dont je vais parler ne tranchent pas, mais ils participent par leur travail, leur réflexion, leur analyse, ils participent à la confection de la décision. Je m'explique plus clairement. Vous avez l'accusé et son défenseur et qui viennent effectivement apporter leur vérité, leur conception. Vous avez la partie civile, donc la victime, partie civile et son avocat, qui vient à l'audience avec sa vérité, sa sensibilité, son expérience, sa douleur. Et vous avez également le procureur de la République et l'avocat de la société qui vient donner également son point de vue. Voilà. Alors, les trois magistrats qui ont à trancher entendent, écoutent avec une égale attention, ça c'est le principe, une égale attention, les réflexions, les cogitations, les analyses de ces trois personnages que je viens d'énumérer. Et je pense que chacun de ces trois personnages, quand il s'exprime, doit évidemment remplir une mission. Il a présente à l'esprit les intérêts de la personne pour laquelle il plaide, mais ça ne veut pas dire que l'avocat ou le procureur de la société n'a pas le droit de tordre le cou à la vérité. Il faut rester objectif, il faut respecter effectivement les faits. Par contre, chacun peut donner des faits, l'interprétation qui lui paraît adéquate, qui lui paraît justifiée, qui lui paraît convenable, et c'est ensuite aux magistrats, les trois magistrats qui décident, et bien c'est à eux de trancher. C'est ça la vérité dans une cour d'assises. C'est le débat contradictoire, avec toutes les vertus merveilleuses du débat contradictoire. Il y a des divergences, et les trois juges qui tranchent ont à peser le pour et le contre. Un visage maintenant, regardez, on le connaît tous, ce visage, c'est celui du petit Grégory, évidemment. Grégory Villemain, assassiné en 1995. C'est dingue, je me disais en préparant cette émission qu'il aurait mon âge s'il n'avait pas été assassiné. Vous êtes l'avocat de ses parents, Christine et Jean-Marie Villemain, depuis 40 ans. En un mot, avant de voir le reportage sur cette affaire, elle vous a profondément transformé, j'imagine, cette affaire? Au plan humain, oui, certainement. Au plan humain, c'est évident. C'était une très lourde responsabilité avec mes confrères de la Défense. C'était également, si j'ose dire, et je mets ce mot entre guillemets, une chance pour moi, parce que ça m'a fait, je crois, progresser peut-être en humanité. Et effectivement, au fil de ces années, j'ai rencontré l'innocence bafouée, piétinée. Je parle de l'innocence de Christine. J'ai rencontré des gens qui étaient accusés à tort, je peux en parler mieux et plus tout à l'heure si vous le souhaitez. J'ai vu la rapacité de certains personnages, notamment certains journalistes, J'ai vu le manque de scrupules de certains policiers. J'ai vu le manque de délicatesse de certains avocats. J'ai vu des choses absolument effrayantes et j'ai dû en quelque sorte me blinder contre toutes ces vilainies, ces turpitudes.
Et puis, j'ai aussi eu ce réconfort énorme d'avoir rapidement la confiance, l'amitié, l'affection de Christine et Jean-Marie, qui sont des gens merveilleux, vraiment merveilleux. Et vous en Et je parlez, suis ému en vous le disant. et vous en parlez avec émotion et on vous comprend. Et ce qui est intéressant, malgré ces turpitudes, malgré ces erreurs, malgré cette lenteur, malgré cette partialité dans cette affaire qui dure depuis 40 ans, l'institution judiciaire continue malgré tout de travailler. Nous avons rencontré le procureur à l'origine de la réouverture de ce dossier du petit Grégory en 2008. Il nous donne, regardez, quelques signes de confiance, c'est important. Le 16 octobre 1984, Grégory Villemain, 4 ans, disparaît alors qu'il joue devant chez lui. Son corps sans vie est retrouvé quelques heures plus tard, dans la Vologne, pieds et poings liés. En 2001, après des années d'enquête, une décision de non-lieu est rendue. Le dossier est clôturé jusqu'en 2008. À l'époque, la famille de Grégory saisit le procureur général de Dijon. Je leur avais dit, moi, je ne reprends pas l'enquête à zéro. En revanche, j'aurais dit, nous allons prendre des réquisitions à fin d'expertise d'ADN par un laboratoire spécialisé, de manière à ce qu'on voit si, sur les supports, on peut extraire de l'ADN. Et évidemment, une fois qu'on l'a extrait, est-ce qu'on peut mettre un nom sur telle ou telle extraction? La démarche est presque inédite. Jean-Marie Benet obtient la réouverture du dossier. Les enquêteurs vont faire des recherches ADN sur plusieurs scellés. D'abord les vêtements de l'enfant, les cordelettes qui attachaient ses mains et ses pieds, et ensuite les lettres écrites par le corbeau. Une bonne nouvelle, si j'ose dire, c'est qu'on pouvait exploiter effectivement un certain nombre d'ADN malgré le temps passé, malgré, etc., la conservation, le séjour dans l'eau éventuel pour certains objets, etc., etc. La déception, c'est qu'effectivement, on a trouvé plus de mélanges d'ADN partiels qui ne nous ont pas permis de mettre un nom. À défaut de certitude, ces nouvelles investigations ont tout de même montré que la justice n'abandonne pas les dossiers. C'est important que l'institution, finalement, si on veut lui faire confiance, il faut qu'elle rende les décisions qu'on attend d'elle. Et puis, quand elle se trompe, il faut qu'elle donne le signe qu'elle sait revenir en arrière, toujours dans le cadre de la loi. De quoi imaginer peut-être un jour la résolution de l'affaire Grégory. Je pense que cette affaire n'est pas finie. Et moi, ce que je souhaite vraiment, c'est que cette affaire, on arrive un jour à l'amener devant l'audience publique. Alors que le dossier aura 40 ans, en octobre prochain, les investigations continuent. Depuis 2008, de nombreuses auditions ont eu lieu, la voix du corbeau a été étudiée et de nouvelles expertises ADN ont été réalisées, mais le meurtre de Grégory Villemain reste un mystère. Ça reste un mystère, on pensait ne jamais savoir la vérité. Mais là, on a l'impression, en écoutant le procureur, que peut-être on va arriver à une vérité. Alors, le drame dans ce dossier, c'est que nous croyons savoir, nous croyons discerner la vérité. Nous croyons, mes collègues et moi-même, et puis certains magistrats, nous croyons savoir qui a fait quoi, pourquoi et comment. Le savoir, c'est très bien, le démontrer, c'est autre chose. Vous savez qui a tué le petit Grégory ? Nous pensons le savoir. Donc je ne citerai naturellement aucun nom, je respecte la présomption d'innocence de tout un chacun, mais c'est très frustrant d'avoir des convictions de savoir, nous pensons savoir, et je crois que nous ne sommes pas dans l'erreur, mais dans la vérité. Et il faudrait maintenant que ce sentiment que nous avons puisse être étayé, confirmé, fortifié. Et actuellement, nous avons encore, sous la présidence de M. Dominique Brault, qui est magistrat à Dijon, le président de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Dijon, M. Brault travaille d'arrache-pied, et il y a actuellement des investigations expertales qui sont en voie de réalisation, des expertises, et je pense, j'espère, que les progrès de la science nous permettront d'avancer encore, de faire encore un pas de plus, et peut-être, et je termine, et peut-être que certaines langues finiront par se délier, parce que j'aimerais quand même pouvoir compter sur l'honnêteté, sur la solidarité de ceux qui savent et qui se taisent obstinément depuis des années pour différents motifs. Mais ça veut dire que, ce qui est intéressant,
dans le cadre de cette émission, c'est que dans cette affaire du petit Grégory, vous avez connu le pire de la justice, mais peut-être le meilleur. Ça tient à quoi ce meilleur? Que ça soit relancé, qu'on arrive peut-être enfin? En 3 mots, si vous voulez, il y a une première phase au cours de laquelle tout va très mal. Nous avions malheureusement un juge d'instruction totalement incompétent. Nous avions malheureusement un juge, oui, démissionnaire, qui a multiplié les bêtises dès l'origine, ce que ses collègues magistrats ont d'ailleurs relevé. Mais si on arrive à relever la tête à un moment donné. Et alors, à ce moment-là, donc, Jean-Marie Villemain, qui était déçu, ulcéré, qui ne comprenait plus rien au fonctionnement de la justice, qui n'avait plus foi en la justice, il a décidé de faire sa justice personnelle. Et malheureusement, il a abattu en mars 1985 le premier inculpé. Bon, voilà, dont je ne cite pas le nom. Bien. Ensuite, je termine, rassurez-vous. Ensuite, nous voyons la justice qui construit une erreur judiciaire. C'est Christine Villemain qui est traînée dans la boue, qui est inculpée, qui est incarcérée, qui est renvoyée à la cour d'assises des Vosges, fin 1986, et qui fait une tentative de suicide. Alors, Dieu soit loué, et c'est maintenant que l'horizon s'éclaircit, et c'est maintenant que la confiance revient. La Cour de cassation à Paris va annuler la décision expédient Christine aux assises. Le dossier quitte la région Épinal-Nancy, se retrouve donc à Dijon en Bourgogne. Et là, nous avons un magistrat qui est un homme merveilleux, qui s'appelle Maurice Simon, qui est un grand juriste très avisé, également un humaniste. Et c'est monsieur Simon qui arrête la marche au désastre. Ça tient à ça, à la décision d'un homme ou d'une femme. La décision, oui. Alors moi, je pense que je ne l'ai pas encore dit, c'est que pour qu'il y ait une bonne justice, il faut d'abord de la patience de la part des victimes, et il faut également des acteurs de justice, avocats et magistrats, qui soient des gens tout à la fois compétents intellectuellement et juridiquement, mais également des gens qui aiment l'être humain, qui ont ce souci de l'être humain. Donc il ne s'agit pas seulement d'être un juriste chevronné, il faut encore avoir un cœur en plus de l'intelligence. Thierry Moser, vous êtes croyant, votre foi oui. Dans ces tribunaux, dans ces affaires sordides comme l'affaire Grégory, comment ça se passe? Dieu, il est où? Jésus, il est où pour vous dans ces Je me posais la question, et d'ailleurs je me pose souvent la question quand je vois toutes les horreurs qui nous sont transmises par les médias quotidiennement. Je me demande ce que fait le bon Dieu. Enfin, ça, c'est encore une autre paire de manches. Bon, voilà. Alors là, oui, effectivement, moi, quand j'étais gamin, j'ai reçu l'éducation de mes parents, de mes éducateurs, à qui je rends hommage. J'ai reçu l'éducation morale et religieuse. J'essaie de m'en inspirer dans ma vie quotidienne. On m'avait dit à l'époque, il faut que tu respectes autrui, il faut que tu t'intéresses à autrui, il faut que tu prennes conscience du fait que nous sommes solidaires les uns des autres, nous sommes dans le même bateau de l'humanité, il n'y a pas à piétiner les autres, il faut les respecter. C'est ce que vous faites dans les tribunaux. C'est ce que j'essaye de faire. Alors, entre les beaux principes que j'énonce et ma pratique, c'est pas toujours très, très convaincant ma pratique. Vous savez, quand j'étais gamin, souvent sur mon bulletin, le professeur notait « peut mieux faire ». C'est encore vrai aujourd'hui. Alors je me dis aussi « tu peux mieux faire, mon petit vieux ». Mais c'est d'ailleurs ce qui rend la vie intéressante, c'est essayer de se dépasser soi-même. Et alors, je ne sais pas qui disait, il faut acquérir, si faire se peut, l'estime de soi-même. Il faut respecter non seulement les autres, il faut se respecter soi-même, il faut s'interdire de faire n'importe quoi, de dire n'importe quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer dans ma vie avec plus ou moins de succès. Je vous propose, Thierry, d'aller maintenant à la rencontre de Christian. C'est quelqu'un qui va vous intéresser. Il est conciliateur de justice, une activité bénévole qu'il exerce près de la cour d'appel de Versailles. Sa mission, aider les particuliers à résoudre des petits conflits pour éviter de passer au tribunal. Regardez. Je m'appelle Christian Badet, j'ai 70 ans. Je suis conciliateur de justice auprès de la cour d'appel de Versailles. J'exerce cette mission à titre bénévole depuis 2019. En tant que conciliateur de justice, j'interviens avant que les particuliers ou l'entreprise aient fait appel à un tribunal afin de pouvoir régler leur litige. Monsieur Chevalier. Bonjour, monsieur. Bonjour, Christian Badet, conciliateur. Bonjour. Entrez, je vous en prie. Merci beaucoup. Donc, monsieur Chevalier, si j'ai bien compris, à ce jour, vous avez 3 mutuelles en même temps. Exact. C'est-à-dire les deux... Le conciliateur doit gagner la confiance des parties, ce qui suppose, premièrement, d'apaiser leurs relations, qui sont souvent très tendues, pour ensuite converger vers une solution qui leur conviendra d'une façon équitable et durable.
et vous seriez prêt à annuler effectivement la mise en demeure et les frais de 134,88 € pour... Fondamentalement, je suis devenu conciliateur parce que je n'aimais pas l'injustice. Je me suis rendu compte qu'à travers cette mission, j'avais l'occasion de contribuer modestement à améliorer les choses. Un conciliateur doit faire preuve de créativité. Il doit voir dans ce que lui présente l'une et l'autre des parties quel est l'élément qui va être décisif pour les faire s'accorder. Je me rends dans une commune où deux voisins ont un problème de voisinage à cause d'une pompe de piscine. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Le Vries. Entrez. Merci. On est à côté d'une piscine avec une pompe qui est juste de l'autre côté du mur. Pour moi, la vie devient impossible. Bien sûr, bien sûr. La force de la conciliation, c'est la proximité des citoyens et c'est la solution qu'ils vont s'approprier en disant « j'ai moi-même contribué à régler mon injustice » entre guillemets. Et le conciliateur les aide pour ce faire. Donc oui, il y a un vrai sentiment d'aider dans une mission de justice rapide, gratuite et efficace. Donc c'est ça la plus grande satisfaction du conciliateur. Ta foi t'a sauvé, je vous rappelle que c'est le thème de notre carême. On y est là, hein. Ta foi t'a sauvé. Totalement. Faut y croire. Ah, moi, il faut y croire. Et puis alors, ce que fait ce monsieur, moi, ça m'épate beaucoup. Et je vous dirais très modestement que souvent dans ma vie d'avocat, bon, j'ai aussi géré des dossiers, parfois des dossiers de nature civile, des litiges entre particuliers. Et il m'est arrivé plus d'une fois de dire à la personne qui était devant moi, dans mon bureau, enfin, monsieur, ne faites pas un procès pour ça. Si vous permettez, je prends contact avec l'avocat de la partie adverse. Je vais discuter avec mon confrère. Et puis, on va essayer de trouver une cote mal taillée, une transaction. Et puis, 9 fois sur 10, quand j'avais à discuter avec un confrère, disons, sage et de bonne volonté... Ça passe. Ça passe. Et je trouve que c'est la bonne chose. Il ne s'agit pas d'embarquer les gens dans des procès qui sont éprouvants pour les nerfs, qui coûtent, qui font mal au portefeuille et qui finalement laissent des traces après de rancune et de ressentiment. Il faut essayer d'éviter tout ça. Nous sommes, je le dis, nous vivons dans une communauté, nous sommes dans le même bateau, donc il faut essayer quand même d'arrondir les angles et de faire des concessions réciproques. C'est pas si compliqué que ça, nom d'un chien. Mais oui, mais non. Ta foi t'a sauvé, je viens de le dire. C'est Voilà. donc le thème de notre carême. Et voilà l'image de notre carême. Regardez ce tableau, Thierry. Nous avons choisi cette image pour illustrer le carême. Jésus guérit un aveugle. Que vous inspire cette peinture, Thierry? Mais moi, je pensais, c'est toujours notre thème de la confiance retrouvée, je pensais à un homme pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Je parle de Robert Schuman. Robert Schuman, qui est L'un des pères de l'Europe. Le père de l'Europe, catholique convaincu, l'un des pères fondateurs de l'Europe. Robert Schuman a grosso modo 50 ans ou un peu plus au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Il est avocat, il est emprisonné par les Allemands pendant quelques mois, il est ensuite assigné à résidence. Et donc, il pourrait évidemment éprouver du ressentiment pour les Allemands. Bon. Et dès le lendemain de la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, Robert Schuman réfléchit, il se dit « mais c'est pas possible, on peut pas rester sur ce constat d'échec, il faudrait quand même maintenant se retrouver, se parler. Le nazisme, c'est terminé. Il faudrait renouer le dialogue avec le peuple allemand. Voilà Robert Schuman. Voilà Robert Schuman. Il faudrait renouer le dialogue avec le peuple allemand. Il faudrait faire à nouveau confiance au peuple allemand. Et avec ce peuple allemand, on pourrait poser les bases d'une Union européenne ayant en commun des idées de solidarité, de dignité de l'être humain. Ça, c'est l'idée de Robert. C'est un visionnaire extraordinaire. Et comme ce qui se passe dans cette image, oui. Ouvrir les yeux, à nouveau. Ouvrir les yeux. Et alors, il a fait effectivement table rase de son ressentiment vis-à-vis des Allemands. Il a invité ses partenaires et ses interlocuteurs à faire de même. Et il a effectivement mis la machine en route, si je puis ainsi m'exprimer. Et c'est comme ça que cet homme extraordinaire, dont j'ai visité la maison, qui se trouve d'ailleurs près de Metz, Chazelles, eh bien cet homme extraordinaire a contribué puissamment à la construction de notre communauté européenne, qui n'est pas terminée, il y a encore du boulot à faire. Mais il faut y croire. Merci Thierry Moser. Nous poursuivons l'émission, mais d'abord, avant d'accueillir Constance sur ce plateau, votre dernier livre, Mes procès insolites. Je rappelle d'ailleurs que les bénéfices des ventes de vos livres vont à la Fondation de France, c'est important. Pour la recherche médicale. Alors, pour la recherche médicale.
Il est temps d'accueillir Constance de Bonaventure pour sa chronique culturelle. Bonjour, David. Constance. Bonjour Maître, bonjour à tous. Et vous avez récemment vu une pièce de théâtre qui va nourrir le débat que nous avons depuis tout à l'heure avec Thierry. Oui, complètement. Hein. C'est une pièce choc, une pièce coup de poing. La pièce s'appelle Prima Facie et elle nous offre ici une profonde réflexion sur la justice. Alors, c'est l'histoire de Tess, une jeune et brillante avocate très en vogue qui est issue d'un milieu modeste. Sa spécialité, défendre des hommes accusés d'agression sexuelle. Sa technique, déceler les failles des victimes jusqu'au jour où Tessa va devenir elle-même une victime puisqu'elle se fait agresser sexuellement par l'un de ses confrères. Et à partir de ce moment-là, Tessa nous embarque dans sa bataille judiciaire et elle nous démontre petit à petit que finalement, eh bien, les agresseurs s'en sortent trop souvent. Pourquoi ? Parce qu'en cherchant une exactitude des faits, eh bien, le système judiciaire met en exergue les failles des victimes et qu'il finit parfois par mettre en doute leurs paroles. Il n'y a pas, en tout cas, il y a trop peu de place pour l'ambiguïté dans ces affaires d'agression sexuelle et en particulier quand le consentement est en jeu. Alors, c'est une pièce vraiment très bien construite, très bien menée et le fait que Tessa se trouve des deux côtés, d'abord avocate puis victime, ça nous permet à nous, spectateurs, de cheminer avec elle, de décortiquer ce système judiciaire et ses zones d'ombre. Et puis c'est aussi au passage une profonde réflexion sur le consentement. Prima Facie, c'est une pièce écrite par Suzy Miller, c'est une pièce vraiment qui bouscule nos certitudes, très bien incarnée par Élodie Navarre et c'est actuellement joué au Théâtre Montparnasse à Paris. Vous êtes d'accord avec ça, Thierry Moser ? Oui, alors moi j'ajoute deux choses. La première, c'est que j'ai vu récemment le film dont vous aviez parlé dimanche passé, film merveilleux, voilà. La deuxième chose à dire, pour illustrer vos propos, c'est qu'un avocat il plaide tantôt pour l'accusé en défense et tantôt pour la défense des intérêts de la victime. Et je trouve que d'être tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, ça permet effectivement de mesurer la nécessité de l'équilibre, ça permet de relativiser, ça nous interdit d'être excessif, il ne faut pas être systématiquement d'un côté ou de l'autre, il faut essayer de respecter et comprendre à la fois l'accusé et la victime, et cette nécessité de respect, effectivement, me paraît, dans le débat judiciaire, me paraît fondamentale. On poursuit, Constance, avec la sortie d'un film inspiré de la vie de Maria Montessori, qui est connue pour sa méthode d'éducation. Exactement. Qui n'a pas entendu parler de la fameuse méthode Montessori ? Eh bien, ce film, La Nouvelle Femme, nous propose de revenir aux origines de cette pédagogie et de découvrir au passage la figure de Maria Montessori. Alors, ça se passe en 1900. Une célèbre courtisane parisienne, maman d'une petite fille handicapée, pas très investie dans son éducation, part à Rome avec l'idée de placer sa petite fille dans un centre spécialisé et c'est là qu'elle rencontre Maria Montessori. Regardez la bande-annonce. Buongiorno signora, Maria Montessori. C'est pour l'enfant. Vous prenez des enfants comme ça. C'est vous qui vous en occupez? C'est un institut pédagogique ici, pas un orphelinat. Dai! Les idiots restent idiots, ils ne guérissent pas. Bravo! Apprenez-la alors. Non. È un'educazione piena d'amore, quella che ci ha permesso oggi di portare qui questi bambini all'esame del corso preparatorio. Je m'appelle Tina. Alors on découvre dans ce film qu'en fait Maria Montessori a commencé sa carrière en travaillant justement auprès de ces enfants handicapés et elle a réussi à démontrer à tout un parterre de médecins et d'hommes politiques qu'en fait ces enfants pouvaient aussi apprendre, se rendre utiles, être utiles à la société. Il suffit de les éduquer, de s'y intéresser et surtout de les aimer. Alors ça peut paraître assez simple de dire ça aujourd'hui, mais à l'époque c'était assez révolutionnaire. Et puis Maria Montessori a ensuite décidé d'appliquer cette méthode à tous les enfants, cette méthode qu'on connaît aujourd'hui. C'est un beau film sur l'éducation, sur l'entraide féminine et puis sur la figure aussi complexe de Maria Montessori. La Nouvelle Femme, c'est de Léa Todorov et c'est actuellement dans vos salles de cinéma. Vous nous emmenez maintenant en Belgique où nous allons célébrer la messe dans l'église Saint-Martin, Constance. Oui, direction Assès et ses belles maisons de maître en briques et en grès. C'était le lieu de villégiature des bourgeois de Namur au XIXe siècle. L'église Saint-Martin a été édifiée en 1886 pour remplacer l'église initiale détériorée par l'ouragan de 1876. Alors c'est l'architecte Glibert de Namur qui a conçu les plans de cette église néo-romane. À l'intérieur,
l'édifice est illuminé par la présence de ces nombreux vitraux contemporains et seuls 2 vitraux, dont l'un représente Saint-Martin, sont d'origine. Les autres ont tous été détruits par des bombardements pendant la Deuxième Guerre mondiale. La pièce maîtresse de cette église, c'est ce magnifique autel en bois qui était dans l'ancien couvent des Sœurs d'Assès. Il a été installé ici il y a 2 ans et vous le voyez, 4 saints y sont représentés. Saint-Pierre, Sainte-Barbe, très populaire en Belgique, Saint François d'Assise et puis Saint Paul muni de son épée. Merci Constance pour cette belle visite. Merci Thierry Moser. Merci à vous. Vous restez avec nous pour cette messe que nous célébrons donc en Belgique. Merci à la RTBF pour ce direct. À tout à l'heure.